Bonsoir à tous. Le Grand Soir, édition de ce 18 juin 2026. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour échanger autour des grandes questions d'actualité. Notre mission, vous le savez, c'est informer et faire comprendre l'information grâce à nos invités sur le plateau et surtout grâce à vous au téléphone. On prendra encore quelques appels en direct ce soir par le code qui vous sera communiqué par la réalisation. Vous pourrez également donner votre voix à la construction et la compréhension des sujets d'information. Ce soir, on boucle pratiquement la première partie de la série qu'on a ouverte depuis lundi dernier et qui parle justement de la représentation avec au centre de cette question celle des composantes sociologiques. On a entendu beaucoup de points de vue là-dessus et le dernier qui sera évoqué ce soir concerne justement le nombre de représentants. Est-ce que finalement, pour mettre fin au débat qui a cours, on devrait augmenter par exemple le nombre de représentants ou le nombre de députés pour prendre seulement le cas de l'Assemblée nationale. Avec nos invités, on va en parler en prenant quelques exemples à titre comparatif avec des pays africains d'un niveau de développement semblable à celui du Cameroun, mais également un niveau de population semblable à la population du Cameroun, même si on n'a pas encore les chiffres du recensement, le recensement qui est encore en cours, bien évidemment, mais on peut déjà parler de cette question-là. Avec nos invités, on aura également notre arrêt dans les kiosques pour voir ce que la presse a proposé depuis ce matin. Les premiers invités qui sont déjà installés, accueillons Mohamed Ali. Il est étudiant, il est surtout président national des élèves et étudiants. Bororo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir de retrouver Mohamed Ali ce soir après... je crois que le programme au niveau de l'ESTIC est assez dense ces derniers temps. Vous savez que la discipline ne rigole pas de ce côté-là. Nous sommes contraints et astreints d'assister à tous les cours. Et surtout, le professeur François-Marc Mojom, le directeur de l'ESTIC, met un point d'honneur sur la qualité des produits qui vont sortir de cette école qu'il dirige. Et c'est un plaisir pour nous de faire partie de ce moule d'excellence. Et nous espérons terminer la formation dans quelques jours. D'accord, on parlera également au cours de l'émission. D'ailleurs, on n'aura pas besoin de le dire. Votre casquette politique pourra également intervenir dans les débats, tout comme la casquette politique des jeunes François Toundé, qui est militant du RDPC, conseiller municipal, qui est également juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci une fois de plus pour l'invitation. Et je salue tous ceux qui nous regardent par le monde, notamment du côté de Mbangasina, mon arrondissement d'origine, et tous ceux qui prennent plaisir, n'est-ce pas, à écouter Info TV tous les soirs. J'imagine que le sujet porté sur la table va susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, et que nous apporterons notre contribution pour éclairer la lanterne de nos citoyens. On salue donc les populations de Mbanga. Sina, dans le Mbamekim. D'accord. Le temps d'accueillir Benjamin Bala Onambele, il est cadre du PCPDC, d'ailleurs il est secrétaire national aux droits de l'homme, à la justice et autres. Ah oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour cet accueil chaleureux à la maison. On le remercie par rapport au travail abattu que vous faites et la prestance de votre engouement. Et en même temps aussi, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir également à toutes les populations d'Akono. Vous savez, Jean-Jacques, Akono possède une histoire très riche, une identité culturelle très forte, un patrimoine religieux, une jeunesse très très dynamique, d'ailleurs avec laquelle nous travaillons ensemble. Et toutefois, qu'on peine à se développer avec malgré son potentiel et sa prospérité. Il manque quoi, heureusement, il vous manque quoi? Nous allons aborder le sujet des représentations parce que la partie de l'iceberg, c'est que nous ne sommes pas, nous avons des personnes qui ne sont pas en mesure de porter haut non seulement la fierté d'Akono, mais aussi le développement d'Akono, parce que les gens mettent leurs égos devant sans toutefois s'occuper de l'intérêt général. D'où parfois cette forte pression sociale avec tous les problèmes entre ces élus chaque jour
qui se bagarrent dans les rues comme des petits-enfants dans une crèche. Et nous sommes aujourd'hui dans une posture de faire un rassemblement, un mouvement qui, toutefois, qui n'est pas politique, avec certains de nos frères, pour permettre à ce que son avenir puisse se construire, non par une seule personne, mais par un groupe d'individus, un groupe de personnes et toutes les communautés ensemble. Et toutes les communautés ensemble. Là, vous ne parlez pas d'une éventuelle liste du PDC, du PCPDC là-bas. D'autre part, le PCPDC est déjà fièrement implanté, sauf que nous avons encore beaucoup de travail à faire. C'est aussi une occasion pour moi de saluer tous les militants du PCPDC, non seulement de la Moufouakono, d'Akono également, partout ailleurs au Cameroun. D'accord. Je vais d'abord poser la question au secrétaire national aux droits de l'homme. La situation de Baloum à l'ouest du pays, on n'a pas entendu les réactions des hommes politiques là-dessus. Jean-Jacques, nous avons déjà dans d'autres médias concurrents exprimé notre sympathie, exprimer nos condoléances envers la famille éprouvée et condamner avec la dernière énergie des actes de barbarie qui se perpètrent encore dans notre République, qui malheureusement nous sommes interpellés tous pour éviter dans un autre cadre une pareille... écoutez, c'est vrai quand même que c'est une actualité ici qui met en cause le fonctionnement de certaines de nos chaufferies. Parce qu'il ne faudrait pas également, pour l'acte d'une personne, essayer de mettre tous les chefs de ce coin ou bien de ce coin dans on ne devrait pas généraliser. On ne devrait pas généraliser. Nous recommandons tout simplement que les enquêtes soient faites, que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin soient vraiment entendues, que les responsabilités soient établies et que ça ne s'arrête pas à ce niveau, qu'on puisse faire une espèce d'enquête pour essayer de voir et comprendre comment est-ce que ces genres d'actes peuvent se produire dans une chaufferie. Vous savez, la chaufferie, c'est c'est la maison de tout le monde. C'est la maison de tout le monde. C'est le refuge de tout le monde, c'est la case de rassemblement. Je voulais même utiliser la chaufferie, c'est le rempart. C'est le rempart de la société. Donc, si vous êtes menacé ou votre vie en dépend, vous devez vous référer d'abord à la chaufferie. S'il y a quelqu'un à vous protéger, c'est la chaufferie. La chaufferie, c'est également la cohésion sociale. Un chef doit être un père, un chef doit être un habit, un chef doit être impartial. Un chef doit être cette oreille qui écoute tous ses enfants. Et nous retrouver dans cette situation au XXIe siècle où nous transformons une chaufferie en bûcher, c'est rentrer des siècles et des siècles en arrière. Sur ce sujet, Eugène Toundé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre ce qui s'est passé du côté de Baloum? Jean-Jacques, déjà, il faut d'abord que j'adresse mes condoléances également à cette famille qui a vu perdre un fils de cette façon tragique. Comment comprendre? Nous avons suivi les faits. Je n'étais pas sur les lieux pour faire les faits. Mais ce qu'il faut comprendre en termes d'enseignement par rapport à ce qui s'est passé à Baloum, c'est que notre société traverse véritablement une crise sociale, une crise politique, une crise même, je dirais, une crise même dans la compréhension même du sens de la vie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une république où effectivement
les chefs traditionnels, des travaux dans le champ de celui qui a été victime de votre acte. Mais de là à demander qu'on jette les pierres, comme autant de, c'est pas moi, autant des Juifs antiques dans la Bible où on était coupable d'un comportement, on vous jetait les pierres, c'est vraiment à ramener le Cameroun à une époque qui est très loin de nous. Je pense que c'est peut-être l'émotion sur le terrain et chacun ne sait plus quelle est sa place. Tout le monde se considère comme étant l'État et tout le monde se considère comme ayant la puissance, la puissance de l'État et ils oublient qu'ils ne sont que des maillons intermédiaires. On ne peut pas refuser l'importance ou fustiger le rôle des chefferies. Mais je crois que c'est des cas marginaux où certains outrepassent leurs pouvoirs. Et je sais que dans cette région, la forte considération de la chefferie traditionnelle a fait penser à certains qu'ils ont même le droit de vie ou de mort sur les populations. C'est le lieu de leur faire comprendre que le Cameroun a beau avoir la configuration qu'il a, mais il reste un État et que dans un État, c'est le droit moderne qui est dominant, qui est applicable et les chefferies restent juste des instances d'accompagnement de l'État et de l'animation même de la vie communautaire. Donc ce qui s'est passé à Baloum, c'est véritablement un acte répréhensible et comme tout le monde le relève, je pense que cette autorité traditionnelle et toute sa notabilité va, n'est-ce pas, être sanctionnée avec la rigueur de la loi pour que cela serve d'exemple à d'autres chefs traditionnels qui pourraient penser qu'ils ont le droit de vie ou de mort. Des monarques, des souverains, comme le disent Mohamed Ali. Quels sont les enseignements? La justice va suivre son cours, mais déjà la lecture on a et qui peut être considérée comme enseignement au regard de ce qui s'est passé à Baloum. Eh bien, Jean-Jacques Zé, moi je préfère questionner même comment certaines personnes font pour devenir chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il suffit simplement d'être le fils de son père, avec la monogamie qui est arrivée dans nos chefferies. Et vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui devient chef. Or, auparavant, un chef, c'est des qualités. Un chef, c'est beaucoup de savoir-faire, beaucoup de tact, c'est des diplomates, des personnes qui savaient résoudre beaucoup de problèmes. Voyez-vous, Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme que cela est en train d'interpeller beaucoup de personnes. Tout le Cameroun est en train de parler de Baloum. Mais de gauche à droite dans notre pays, les chefs traditionnels spolient les populations de leurs terres. Ils en font leur commerce. Personne ne s'émeut. Je peux vous dire que Jean-Jacques, moi personnellement, j'ai fait 5 ans dans une sous-préfecture avec le chef de mon village. Pourquoi? Parce qu'il est allé vendre les tombes de mon grand-père, de mes grands-parents. Donc, voyez-vous, Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est une situation, moi je pense qu'il faut beaucoup questionner la chefferie traditionnelle. Au-delà d'être auxiliaire d'administration, c'est des personnes qui doivent être nobles. Moi j'ai connu un chef traditionnel quand j'étais petit, Sa Majesté Rondotia Samuel. C'est quelqu'un qui ne vous recevait pas dans la colère. C'est-à-dire quand vous arrivez avec une situation, Monsieur Ali vient porter plainte contre Jean-Jacques Zé, la population suit, dit bon, laissez Jean-Jacques Zé et Ali ici, rentrer chez vous. Parfois même, il vous donnait 2 chambres. Il disait que dormez ici demain matin, à tête reposée, je vais appeler les notables. Il a le temps de s'entourer de toutes les précautions avant d'intervenir dans ce différend qui peut embraser le village ou bien qui peut aboutir à ce genre de drame comme celui que nous avons eu à Baloum. Mais aujourd'hui, vous avez des chefs émotifs. Et moi, j'ai même envie de dire, Jean-Jacques, des chefs trop simples. Un chef ne doit pas être simple dans nos coutumes. Un chef doit voir au-delà. Il ne doit pas avoir 2 yeux. Il ne doit pas avoir 2 yeux. C'est comme ça qu'on dit dans notre tradition. Voilà, un chef doit voir au-delà de ce que nous, les simples mortels, nous voyons. Et à partir de là, il aurait pu voir cette situation qu'il traverse aujourd'hui. Je ne questionne pas la qualité du chef de Baloum, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a beaucoup de personnes sur les trônes, mais on a très peu de chefs traditionnels. D'accord, on accueille M. le Président national du PRP, M. Soumsilas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Je me porte bien, je survis, je peux le dire ainsi, parce que compte tenu de cette situation grave et gravissime dont le pays traverse, on ne peut pas dire qu'on vit, parce que d'abord, moi j'aurais souhaité, comme
prenne d'abord une minute de silence pour ce compatriote, aimé de sa famille, aimé de ses amis, aimé même de ses enfants, et que par une malversation des valeurs républicaines, il trouve la mort. Je ne peux pas dire que je vais bien en qualité de leader politique. Je survis. Mais c'est quand même une situation assez grave. Et gravissime. Gravissime. Bien sûr. Vous pointez un doigt accusateur à quoi? La qualité de nos chefs? Non, pas du tout. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la méthode, la manière, la façon dont le pays il est géré. Il y a une absence, c'est-à-dire il faut renouer l'autorité de l'État. Et ça manque sur tous les secteurs de la République. Du coup, chacun a sa petite république dans la République. Ça manque. Ça manque. Je vais prendre un exemple banal. Nous parlons des députés qui ont le rôle d'orientation des budgets auprès de l'exécutif pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Est-ce que c'est ce qui est fait? Non. À ce titre, il est d'une importance capitale de relever qu'en dehors même de l'exécutif, il y a certaines entreprises privées qui bénéficient de ce budget, parce qu'on passe le marché public aux entreprises privées qui bénéficient de ce budget. Mais est-ce que les députés vont jusque là-bas pour mener les contrôles de l'utilisation de l'argent public? Non. Vous passez un marché de 6 milliards, 60 milliards, vous ne l'enregistrez pas pour que l'État gagne sa TVA. Déjà, les sociétés que vous employez, ou bien le personnel que vous employez est à contrat à durée déterminée. Quel est donc le rôle des députés pour l'utilisation de l'argent public? Ceci embrasse toute la République où on va retrouver qu'un chef du village se prend pour l'autorité suprême de cette localité, poser les actes de mort sans que rien ne lui arrive. Je vous le dis, je pense qu'il serait important que ce chef séjourne à l'heure où nous parlons à la 11e République pour au moins donner de la valeur et de l'importance au peuple camerounais. Là, on parle d'un chef, hein, c'est des choses qu'on n'imaginait pas par le passé, qu'un chef se retrouve en prison, par exemple. Vous connaissez comment on est devenu chef au Cameroun après l'arrivée des Français? C'était les rois. C'est les Français qui ont fragilisé l'autorité du chef. Et ils l'ont soumis à l'autorité administrative, où il devient auxiliaire de l'administration publique. C'est les sous-préfets qui installent les chefs, alors que c'est la tradition. Ça veut dire qu'on n'a plus de chefs. On a des fonctionnaires. Déjà, ils perçoivent des salaires. Ils ne sont plus des chefs. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le Cameroun qui a un problème. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Attends, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il faut restaurer l'autorité de l'État et que chacun fasse son travail. Je ne pense pas que le chef devait percevoir un argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut du chef, ou acheter sa conscience, ou lui faire comprendre qu'après le président de la République, c'est lui. Il faut que chacun fasse son travail. Le chef est devenu salarié et sa bagarre dure pour avoir accès à ce salaire-là. Tous les retraités veulent être chefs. Accueillons d'abord Eric Foyette, cadre du MP3. Bonsoir et bienvenue Eric. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'honneur que vous me faites et l'amitié renouvelée. Et je suis très ravi et je ne manquerai pas ici de saluer les multiples téléspectateurs qui sont en ce moment en train de savourer votre chaîne. Alors, c'est le MP3 au niveau de la régie, la formation politique à laquelle adhère maintenant Eric Kenny Foyette, le MP3. Vous arrivez pendant qu'on évoque ce sujet d'entrée, on suit de près ce qui se passe du côté de Baloum et l'exploitation que la justice est en train de faire de cette affaire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, principalement? Premièrement, je veux rappeler ici que c'était pratiquement un frère consanguin. Il est originaire de Futuni. Et ici, je sors, ça fait pas 48 heures que nous étions avec la famille et Sa Majesté. Vous parlez de celui qui est décédé ou bien de celui qui est décédé. De celui qui est décédé, de Steve. Il est originaire de Futuni, pour parler plus pratiquement dans le Ronkam. Et c'était un débrouillard, comme plusieurs autres débrouillards. Et on ne peut que déplorer cette perte. Il faut que je dise quand même ici, parce que c'est assez alarmant, un chef ne fuit pas. Nous avons vu malheureusement dans cette affaire un chef qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Quel que soit ce qui arrive à un chef en tant qu'auxiliaire de justice, en tant que personnalité publique, il a le devoir d'assumer ses responsabilités. Il ne devrait pas
fuir en de telles circonstances. Même s'il a commis quelconque acte, le chef devrait lui-même porter sa responsabilité et se rendre. Nous ne pouvons que déplorer de tels agissements, nous pouvons que déplorer des drames qui ne font que se succéder, alors même que nous sommes en attente d'un remaniement, alors que nous reportons tout, alors qu'on attend une nomination d'un vice-président. Je ne sais pas si ce sera pas Jean-Jacques. Vous attendez? Moi, pas vous particulièrement. Encore mais nous avons suivi la promesse du chef de l'État et nous sommes républicains, donc nous pensons que tôt ou tard, il a dit dans les tout prochains jours, il nommera un vice-président, un gouvernement. Et peut-être tous ces drames vont peut-être le réveiller et puis faire ressortir un certain nombre de décisions qui tardent encore dans les tiroirs. Mais je voudrais ici saluer toute la grande famille du MP3 qui m'a fait confiance au niveau de la communication et qui a permis à ce que nous puissions nous déployer un peu sur tous les plateaux pour faire savoir notre ligne éditoriale, notre vision et apporter ainsi notre pierre à l'édifice. Je voudrais rappeler... dont le président est Hiram Yodi, qui était auprès de l'enfant qui a été, entre guillemets, selon les premières déclarations, violé ce jour. Et bon, j'aurais aimé qu'Info TV couvre un peu l'événement, mais ça n'a pas été le cas. On espère que les prochaines fois... vous n'en savez rien. Vous ne savez pas à quel niveau c'est situé. En lieu et place des ministres et des députés de Yaoundé 6, de Yaoundé 3, Yaoundé 2 et autres qui ne sont pas allés là-bas, qu'on puisse voir d'autres hommes politiques qui vont au chevet de cette famille. D'accord, merci beaucoup. On va rapidement prendre le pool de l'actualité tel que développé par la presse camerounaise. C'est l'escale consacrée à la revue de presse, le langage des kiosques ce jour avec Romaric Noifeu. Bonsoir Romaric. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également à votre panel richement constitué cet après-midi. Bonsoir également aux téléspectateurs fidèles au grand soir. Allons rapidement dans les kiosques. Nous sommes dans les kiosques effectivement au cœur du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Van dans sa parution de ce jour qui revient sur l'examen du CEP et du FES Certificat Living School. Il s'agit justement de l'organisation qui a donc réussi son pari sur l'ensemble du triangle national, notamment dans les 10 régions du Cameroun. Au terme des épreuves écrites du 17 juin, le ministère de l'Éducation de base enregistre un déroulement sans incident des examens du sous-système francophone et anglophone sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Un signal fort sur la maîtrise logistique et même la discipline dans les salles d'examen. Le quotidien Informaton qui revient sur les questions relatives à la FENASCO Ligue B, les 19e finales nationales qui sont reportées in extremis pour justement indisponibilité des vols. Justement, cette grande rencontre prévue du côté de Garoua, les finales qui ont été reportées faute de vols disponibles pour transporter les jeunes athlètes des 7 régions méridionales. Le ministre Laurent Serge Etundingwa, soucieux de la sécurité des élèves et encadreur, a obtenu l'aval du Premier ministre Joseph Dion Ngouté pour décaler l'événement dans l'attente d'avions donc à affréter. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, conduit du côté du tarif douanier avec zéro en Chine. Comment en profiter? C'est la une justement consacrée à cette actualité. Le tarif douanier avec la Chine qui ouvre dans son marché à plusieurs produits camerounais sans droit de douane. Pour en bénéficier, les opérateurs économiques doivent se faire enregistrer auprès du ministre du Commerce ou même encore de l'ambassade de Chine. Les filières concernées incluent le cacao, le café, le bois transformé, le coton, les fruits, les épices, les huiles végétales, les cornes séchées et l'artisanat. Feu Pius Ndiaye à travers le messager parle des droits de l'homme au Cameroun avec les chiffres de l'horreur. Selon le rapport révèle le journal, l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir réalisé avec 30 organisations de la société civile l'année 2025 a donc enregistré 706 morts et 1494 arrestations, des chiffres qualifiés d'horreur par le journal, survenu donc dans un contexte marqué par l'élection présidentielle. Tribune d'Afrique revient sur l'affaire Loïc Api avec cette liberté pour prévousoir pour les prévenus ou alors simple évacuation médicale. Le journal d'Afrique qui s'interroge dans sa parution de ce jour, 6 mois après l'assassinat, l'incertitude qui persiste sur le statut des principaux suspects. Ont-ils obtenu une liberté provisoire ou simplement une autorisation de consultation médicale sous escorte pénitentiaire? Le journal fait justement allusion à cette absence de communication claire qui alimente d'ailleurs les rumeurs et la colère de l'opinion publique alors que le corps de la victime est toujours à la mort. Guiba Gatama, à travers l'œil du Sahel, parle justement de ces 53 incidents en sécurité enregistrés en mai 2026. Encore du chiffre de l'horreur. Nous sommes là
là dans la région de l'extrême nord, Jean-Jacques, avec le quotidien régional qui alerte sur la persistance de l'insécurité dans la région. En un seul mois, 53 incidents sécuritaires y ont été recensés, rappelant les défis permanents auxquels font face les populations et les forces de défense dans le bassin du lac Tchad. Aman Mana, à travers le jour, s'interroge véritablement avec la figure emblématique du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, sur le pourquoi des biens de l'État ne sont pas du tout assurés. Il a été interpellé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté a dû s'expliquer sur l'absence de couverture assurantielle de nombreux biens publics, une lacune qui expose l'État du Cameroun à des pertes financières importantes en cas de sinistre et relance dans le débat sur la gestion rigoureuse du patrimoine national. Aman Mana, à travers dans sa rédaction, a bel et bien choisi cette actualité dans sa parution de ce jour. Georges Alombo Yumo revient sur Baloum au bûcher royal, mutation qui a choisi donc de revenir sur le drame du 5 juin dernier du côté de Baloum dans la Ménois, où Bostel Kamta, âgé de 25 ans, a été tué de manière très atroce. Le journal adresse le portrait de la victime et révèle que le chef du groupement de plusieurs suspects sont recherchés et placés justement en garde à vue à la Légion de gendarmerie de l'Ouest, donc dans la ville de Bafoussam. La nouvelle expression reste avec nous à Penka Michel, avec le chef supérieur Baloum, qui est donc déjà dans les filets. Il est recherché depuis plusieurs jours pour séquestration, torture et assassinat d'un jeune soupçonné de vol. Sa Majesté Charlie Constant Noussipokam, le chef supérieur de Baloum, s'est présenté mercredi 17 juin 2026 au procureur et le tribunal de grande instance de la ville de Tchang. Son audition intervient donc après la mort violente de Bostel Kamta le 5 juin dernier. Primeur Hebdo, le quotidien, parle de cette irrécevabilité du recours du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le prix hebdomadaire revient justement dans son numéro 1075 pour parler du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a été débouté. Le Conseil constitutionnel qui rejette dans le recours. Le journal titre sur cette irrécevabilité, j'y arrive. Et puis en une, il s'interroge sur le Conseil constitutionnel. A-t-il rendu un arrêt politique ou strictement juridique? Une décision qui relance le débat sur le rôle de l'institution à quelques mois des échéances électorales. Et puisqu'on parle justement de cette actualité, le messager de François Chanon revient en bas de une à gauche pour parler de ce Conseil constitutionnel à page 2 avec la requête du MRC qui a été donc irrecevable. Et pour sortir avec la lune, Jean-Jacques, on parle de la présidentielle et même des institutions à Boubakari Sidiki qui brise donc le silence. Le président national du MPSC qui sort de sa réserve dans un entretien exclusif, il s'oppose à l'idée d'un Cameroun dirigé donc par une personne nommée et il se prononce sur le poste de vice-président, la prorogation du mandat des députés et même la dernière élection présidentielle. Il a également choisi de donner son ton et même sa voix sur l'opposant Issa Thierry Mabakari, le président du FSNC. Merci Romaric Noifeu. Chacun de nos invités ici va réagir par rapport à une qui aura retenu son attention. Mais vous l'avez noté, Info Matin parle par exemple de FENASCO, Ligue B, qui devrait commencer du côté de Garoua et dont c'est 19e finale nationale reportée in extremis pour indisponibilité des vols. Il y a, pour comprendre cette actualité, que les jeux qui se jouent à Garoua, à cette région de la partie méridionale qui doivent envoyer les tout petits du côté de Garoua. Et pour le ministre, sans vol affrété spécialement pour la cause, il est difficile de laisser les tout petits, parce que quand on parle de ces FENASCO, il s'agit Ligue B, c'est les enfants de l'école primaire, qu'ils prennent la route. Imaginez-vous partir par exemple de Bouya pour Garoua par route. C'est très difficile, très coûteux et même en énergie pour les tout petits. Il y a même l'aspect sécuritaire. Comment on fait pour sécuriser tous ces convois des petits enfants qui vont jusqu'à Garoua? Pour le ministre, l'idéal c'est de prendre l'avion. Et il est clair là-dessus, et je crois que la hiérarchie, le Premier ministre a accédé à cette démarche-là pour assurer la sécurité et puis la qualité des athlètes aussi. Si vous et moi, pour prendre cette distance par voiture, c'est compliqué, ce n'est pas pour les tout petits que ça va être facile. Et donc, on va attendre que ces vols soient disponibles et que tout cela soit bien organisé afin que nos tout petits puissent participer à ces Jeux dans des meilleures conditions, d'où ce glissement qui a été acté et accepté par la hiérarchie, sécurité, qualité des athlètes et la logistique nécessaire. On n'est pas toujours sûr de nos vieux bus là, est-ce que le pneu ne va pas éclater en route? On n'est même pas sûr d'échapper aux tracasseries lorsqu'on sait que en route là, il y a au moins un nombre incompréhensible de contrôles. Vous avez beau afficher le drapeau, c'est même là. C'est même là où le sifflet sort et puis on commence à vous embarrasser. Tout cela peut fatiguer les enfants. Comment les escorter? Même les encadreurs
combien seront-ils mobilisés pour qu'ils y aillent pour diriger cette région au moins vers le nord. Et puis concernant le même département ministériel, la presse a salué la qualité de l'organisation du CEP. On n'a pas entendu d'éclat de voix sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger, parce qu'il y a des centres qui ont été ouverts et c'est une innovation du professeur Etundingwa qui permet aujourd'hui que les petits-enfants camerounais ou ailleurs, dans d'autres pays, puissent participer aux épreuves. Là-bas aussi, on n'a pas entendu de grincement de dents. Ça s'est bien passé. Chapeau pour cette organisation. Alors, qu'est-ce que Eugène Toudé a noté dans la presse? Je pense que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt l'actualité par laquelle vous venez de sortir. Celle du CEP qui a été organisée avec beaucoup de succès. Vous savez, nous parents, nous avons été très mal à l'aise avec ce qui s'est passé au DCI. C'est la météo qui en parle. On va afficher la une, allons-y. Tout à fait, et donc c'est une bonne nouvelle de savoir que on peut encore organiser des examens de ce Takabila au Cameroun avec beaucoup de maestria. Madame le ministre Nalova, en renvoyant le DCI à des dates beaucoup plus étendues, a certainement bousculé beaucoup de programmes au sein des familles, pour la gestion des vacances, pour la gestion des déplacements. Et j'étais aussi beaucoup d'inquiétude par rapport à la qualité ou au sérieux qu'on reconnaissait à l'organisation du GCI. Donc j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la météo se soit intéressée à l'organisation du CEP. En même temps que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, et j'aimerais me rassurer que ce n'est pas juste un commentaire quand on parle de le commerce avec la Chine qui se ferait à 0 francs. J'ai envie de dire, si tel est le cas, c'est une très bonne chose, mais je ne suis pas encore informé d'un accord de commerce qui a été signé entre le Cameroun et la Chine et qui, n'est-ce pas, accorderait cette préférence commerciale. Mais je crois que c'est pour dire qu'il y a eu certainement des ouvertures entre la Chine et le Cameroun et que désormais nos produits qui ont été cités là sont les bienvenus en Chine avec beaucoup de facilités ou bien beaucoup de faveurs. Moi, je crois que c'est ce qui m'a vraiment frappé à l'écoute de cette belle présentation de la revue de presse. Mohamed Ali, quelle une? Moi, je vais rester avec le groupe La Météo, avec la une qui parle du décalage pour obtenir les vols pour les tout-petits. Je pense que la première victoire de la participation des tout-petits, c'est entrer dans l'avion. Dans l'avion. Tous les Camerounais ne sont pas encore allés c'est la une d'Info Matin. En avion. Je pense que le ministre Laurent Serge Etundingwa offre là une grande opportunité aux tout-petits de faire des vols en aller-retour. Yaoundé-Garoua ou Boya ou Douala-Garoua, c'est des belles initiatives. Parce que même en train, c'est pénible. Le train, on n'est jamais sûr d'abord, et il vous laisse en Gaoundéré, il faut faire Gaoundéré-Garoua, c'est aussi pénible. C'est pas évident, il y a une portion de route entre Gaoundéré et Garoua qui est pratiquement aujourd'hui difficile, même pour les adultes. Et on fait pratiquement 1 heure de vol entre Yaoundé et Garoua, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez qu'en 1 heure de temps, vous êtes à Garoua, vous profitez des jeux. En 1 heure de temps, vous êtes à Yaoundé, vous pouvez rentrer à Konoche, mon ami. Donc, c'est très facile. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Il y a quelques années, un bus, lors des Jeux universitaires, avait failli aller... a fait un accident au niveau de la falaise de Ngaoundéré. Absolument. Et vous imaginez pour les familles tout ce que l'angoisse et tout ce que cela représente. Et ça réduit également la pénibilité du travail pour les encadreurs. Imaginez les enfants de l'école primaire qui prennent le bus, comme vous le dites, à Boya pour se rendre à Garoua. Yaoundé-Garoua, c'est pratiquement 2 jours de route, c'est-à-dire 48 heures à 72 heures. Avec des repos, les enfants qui doivent dormir entre telle heure et telle heure. Moi, je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le ministre, pour cette belle initiative. Je pense que là, on parle d'un vol avorté. On va y aller. Il faut la disponibilité des vols. Quel est le site qui a retenu l'attention d'Éric? Irrecevable. Vous savez, il y a des choses... Irrecevable. C'est évident. La démarche... du MRC auprès du Conseil constitutionnel? Bon, déjà que j'aurais été au MRC, que je n'aurais pas fait cette démarche, parce que c'est un peu l'animation de la galerie, c'est pas une démarche qui est assez sérieuse dans le contexte camerounais, où malheureusement nous tardons à mettre en place une réelle démocratie. Il faut quand même
prendre l'exemple sur le Sénégal où la Cour constitutionnelle peut dire le droit. Au Cameroun, on sait systématiquement que vous aurez beau présenter la loi, et je crois que ça va en droite ligne avec un des sujets ou le sujet principal que nous avons aujourd'hui, l'élection des députés. Il est anormal que dans un pays, les lois vont à gauche, et lorsque vous saisissez l'instance qui est chargée de réguler ces lois ou de veiller là-dessus, personne ne touche. Et je pourrais même encore ajouter, aucun député de l'opposition, ça aurait été beau, ne s'est levé pour venir au Conseil constitutionnel pour dire, attendez, nous estimons qu'il faut aller à l'élection. On ne peut pas rester dans une illégalité, bon, encore que j'aurai le temps de démontrer pourquoi ils ne le font pas. Il faut quand même à un moment donné que notre pays essaie de donner une meilleure image. Notre parti en face est déjà assez obèse, est déjà assez puissant que appliquer les lois ne serait pas... Qu'est-ce qui vous gêne? Que le Conseil constitutionnel déclare l'irrecevabilité de la démarche? Ce qui me gêne en fait, c'est que le Conseil constitutionnel refuse de dire le droit. Oui. C'est là mon problème, beaucoup moins encore que celui de la requête du MRC, qui est fondée de mon point de vue, mais que le Conseil constitutionnel au moins fasse semblant d'examiner la requête et puisse peut-être même par alchimie trouver une raison. On a quand même eu des cas où le Conseil a dit d'être incompétent, alors que la question qui était posée sur sa table relevait quand même de la loi. Voilà, c'est autant de choses qui me font dire, pour donner une belle image à notre pays, il faudrait que ceux qui tiennent tous les pouvoirs en ce moment essayent quand même de respecter un tant soit peu la loi. Ça donne un sentiment d'impuissance, ça donne un désintérêt à la population pour la politique, parce qu'on se dit, ceux-là décideront de tout, de l'alpha et de l'oméga, donc il ne sert à rien de se battre. Je pense que irrecevable, c'est un coup qu'on donne à notre nation, c'est un coup qu'on donne à notre démocratie, et il faudrait à un moment donné que ce soit recevable. D'accord. Soumsila, ça a retenu quelle une? Oui, déjà, il faut noter que j'ai 2 points essentiels. Allons-y pour le premier, pour ne pas faire long. Voilà. Le premier, c'est l'intérêt que le Premier ministre accorde à l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire les biens de l'État. C'est la une de Le Jour, je crois. En tout cas, on va vérifier. Le Jour. J'ai l'impression que le Premier ministre vient de se lever du sommeil. Non. Non, permettez, c'est moi qui le dis. Ça ne vous engage pas. Non, je n'ai pas dit. Voilà. D'accord. Le Premier ministre était dans un sommeil. Bien sûr. Parce qu'il est le chef du gouvernement. Oui. Le gouvernement, c'est lui qui l'engage. Il répond au nom du gouvernement. Le président bien lui fait confiance. Je pense qu'on ne peut pas moderniser le réseau routier. Pourquoi il faut prendre le vol? Ou même le réseau ferroviaire. Mais monsieur, qu'est-ce que vous... Ces gens-là vous donnent quoi? Vous venez sur un plateau de télé, vous faites des éloges, c'est le culte de parlez de votre une, vous commentez votre une. Commentez votre une. C'est le deuxième. Le réseau routier amélioré ne réduit pas la distance entre ça réduit la pénibilité qu'on évoque ici. Ça ne réduit pas la distance entre... la pénibilité qu'on révoque ici. Oui. Ça veut dire que si vous partez de Boya sur l'autoroute et que vous prenez Boya sur l'axe lourd pour le jargon camerounais, ce n'est pas la même chose. Je peux être à Douala, je travaille à Yaoundé, ici à l'autoroute. C'est pas ça? Ou s'il y a de bons trains. Et s'il y a de bons trains. On ne viendra pas ici dire qu'on salue la décision prise par le ministre Toundingwa, alors qu'il est membre du gouvernement. Mais ce n'est pas lui qui fait les routes. Monsieur, il gère une situation par rapport à ce qu'il n'est pas fait. Il n'est pas surpris de ces jeux. Il n'est pas surpris. Justement. Et si les vols ne sont pas disponibles, ce n'est pas lui qui gère les vols. Il n'est pas surpris. Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas lui qui gère les vols. Il devrait tenir compte. Comment il fait pour tenir compte alors que ce n'est pas lui qui gère les vols? À la fin, il vous dit que les enfants iront. Il devrait tenir compte de tous ces paramètres. On n'est pas surpris par ces jeux. Qu'est-ce qu'on prend en exposition pour le réseau? D'accord. On ne se comprend pas. Et aujourd'hui, le Premier ministre, permettez, aujourd'hui, le Premier ministre laisse croire aux Camerounais que les biens de l'État, c'est de sa responsabilité. Il faut qu'ils assument. Il devait démissionner. Il devait démissionner. C'est un scandale que les biens de l'État ne soient pas assurés. Un Premier ministre qui répond à une telle question et on acclame ici. Non, on n'a pas acclamé le Premier ministre. Je ne suis pas sûr qu'on parle de acclamer le Premier ministre. Juste une précision, en 30 secondes. Alors, rapidement. À M. Soumsilas que nous sommes conscients que le Cameroun a certains retards sur le plan du développement. Mais vous ne devez pas nous comparer à des pays qui ont 200 ans. Je n'ai pas cité un pays. Pardon. 300 ans d'existence. Vous avez un ministre
qui décide d'innover. C'est-à-dire Sur aujourd'hui, s'il vous plaît, si je peux aller jusqu'au bout de mon idée. Vous Ce avez que vous un n'avez pas ministre, permis de faire. vous avez, auparavant, j'ai pris le cas de l'accident de la falaise de Ngaoundéré. Ça devait servir de leçon depuis ce Justement, jour. ce sont donc, merci. On va y aller parce qu'on a très peu de temps. C'est justement l'une de ces leçons qui amène le ministre de l'Éducation Qui se l'impact sur l'amélioration des réseaux routiers. Voilà, celui qui Pas s'occupe de- du vous entendez. Nous, on quitte de la route pour les avions. pour l'avion. Au Congo, par exemple, Moi, j'ai pris l'avion, Cameroun ne peut même pas faire ça. Il y a le Cameroun, l'avion. On voyage par avion. Vous êtes dans le Cameroun, ça fait comme si vous venez retrouver le sol. C'est là, d'accord. Ça, c'est un Qu'est-ce que Maître Bala a retenu? Allons-y rapidement. Non, vous reviendrez après, Maître. Oui, allons-y. Oui, Jean-Jacques, j'ai retenu On ira sur une, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, je vais beaucoup plus axer sur le Conseil constitutionnel, parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, si nous n'avons pas une constitution qui nous protège, qui protège les institutions, toute action politique que nous sommes en train de mener ne peut aller nulle part. Moi, j'étais un peu surpris, au-delà de la pertinence de la requête du MRC, qui, ma foi, ce n'était pas pour avoir gain de cause en tant que tel, mais pour interpeller quand même notre degré de retard démocratique, parce que j'ai été outré de suivre que le Conseil constitutionnel a fait trois points sur sa décision. Premier point sur l'irrecevabilité, deuxième point sur l'incompétence et troisième point sur le non-fondement. Or, est-ce que le Conseil constitutionnel avait besoin de faire autant de gymnastique pour justifier sa dépendance envers l'exécutif? Vous pensez que c'est une dépendance? C'est une dépendance. Alors, il y a quand même il y a des lois qui encadrent le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Qui doit saisir le Conseil constitutionnel? Sur quels aspects? Ainsi de suite. Il y a quand même... Est-ce que vous pensez que cette décision est en déphasage? On est là de façon pédagogique. Restons sur la pédagogie avant d'aller sur le politique. Sur la pédagogie. Oui. Parce qu'il faut d'abord rappeler ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel n'a pas véritablement, par exemple, tranché la question de la constitutionnalité du décret qui fait grief. Le Conseil constitutionnel a déclaré la requête irrecevable, estimant que le MRC n'aime pas parmi les autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionnel. Ça me fait un débat. Est-ce que c'est faux donc? À partir de là, ça me fait un débat. Permettez. Si vous n'avez pas qualité, vous saisissez ce n'est pas parce que... Écoutez, ce n'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est bonne. Non. Mais pour le moment, elle existe. Elle est en vigueur. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment essayer de prendre au sérieux dans ce pays. Parce que le Conseil constitutionnel, quand une juridiction vide sa saisine sur les questions de forme, elle n'a pas besoin d'aller au fond. Pourquoi entrer encore au fond pour dire il y a incompétence? Justement. Tu m'as déjà dit que je ne te reçois pas, reste là-bas dehors. Mais en même temps, tu commences à dire le costume, vraiment que... Il n'y a pas les chaises. Il n'y a pas les chaises et tout. Mais pourquoi? Ça crée, c'est ça qui crée cette confusion. Deuxième chose, il y a un problème de violation des principes fondamentaux de notre République. Le Conseil constitutionnel est le gardien de notre Constitution. Quand la Constitution dit qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi, on ne peut pas prendre un décret aujourd'hui pour régir les situations futures. Et ce décret, on le prend, on le fait régir pour les situations antérieures. Voilà que nous ne sommes même pas sûrs que dans les jours à venir, il y aura élection locale au Cameroun, parce qu'on va toujours reporter. De ce deuxième report était un deuxième report de trop. Le Conseil constitutionnel devrait quand même se prononcer. Et en plus, certains disent que le décret, c'est un acte de gouvernement. Non. Quand on parle en droit administratif, ce qu'on appelle l'acte unilatéral administratif, qui donne des droits, lorsqu'un acte produit, il y a des droits et des obligations envers des administratifs. Ça ne peut plus être un acte de gouvernement.
Ça devient un acte administratif unilatéral, par conséquent, qui peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'interprétation par le Conseil constitutionnel. C'est des choses quand même de b à bas. Sur cette question, je voulais interroger le juriste. Allons-y. Oui, Jacques Jean, je voudrais dire qu'il y a un devoir d'information de nos concitoyens. Donc, face à une question de droit, avant de la politiser, il faut d'abord restituer le droit. Le Conseil constitutionnel a justement des personnes qui sont habilitées à le saisir. Ce n'est pas tout le monde qui se lève et saisit le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a même un domaine réservé sur lequel il faut. Maintenant, la requête du MRC, effectivement, portait sur la question de savoir si, n'est-ce pas, le décret n'était pas en violation de la Constitution. On peut comprendre que, sur le plan du domaine, la question est recevable. Maintenant, est-ce que le MRC avait qualité à saisir le Conseil constitutionnel? Non. Dès qu'on a dit cela, le reste n'est que commentaire. Et on ne peut pas empêcher à un Conseil constitutionnel de faire un commentaire, puisque l'élément principal a déjà été annoncé. Lorsque on vous parle d'un acte administratif unilatéral, mais encore là, maître devait dire la vérité. Si on considère qu'un décret est un acte administratif unilatéral, ce n'est justement pas chez le Conseil constitutionnel qu'il faut y aller. Il faut aller devant la Chambre administrative qui est compétente en matière d'actes administratifs. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel. Ça encore, il devrait le dire. Si vous considérez que le décret est un acte administratif unilatéral, alors donc, emprunter les voies des recours, qui sont le recours hiérarchique, le recours cassation préalable, et puis la Chambre administrative la Chambre administrative, qui connaît des actes administratifs. Donc moi je crois que lorsque vous l'avez dit... Et là ça justifie l'incompétence prononcée par le... Tout à fait. Lorsque vous l'avez dit, maintenant vous pouvez donc aborder sur le plan politique pour dire que politiquement on aurait dû faire ci. Mais si vous faites comme si le Conseil constitutionnel ne connaît rien, que ceux qui sont là-bas ne savent pas de quoi ils parlent, vous n'aidez pas nos citoyens qui nous... Quelqu'un peut réagir sur la question encore du Conseil constitutionnel, Éric Foyet? Oui. Parce que les partis politiques font quand même partie des institutions mais très très fin, parce que en substance, il dit ce que j'ai dit, mais d'une autre façon un peu habillée, parce qu'il essaye de justifier le fait que même si la Constitution est attaquée, ce qui relève du Conseil constitutionnel, le MRC n'était pas fondé. J'ai dit tout à l'heure que en tant que Conseil constitutionnel, dès le moment que le fond est clair, pour des besoins de principe, il pouvait s'auto-saisir même. Ou il pouvait recueillir la requête du MRC avant, à l'intérieur, de trouver des failles. Il est clair que le Conseil constitutionnel doit être le garant de la Constitution. Et en l'état, sur la question du report de l'élection, il y a un problème. Il y a une inégalité, on est en train de franchir le Rubicon. Les députés eux-mêmes devaient s'opposer à ça. Mais je l'ai dit dans l'entrée de jeu, je l'ai dit, si les députés étaient sérieux, pour ceux qui se disent opposants, ils devraient accompagner la requête du MRC et on n'aurait peut-être pas alors une irrécevabilité habituelle et réglementaire. Donc ça je l'ai dit d'entrée de jeu, mais je voulais quand même dire que dans notre contexte, on comprend très bien qu'aller à la Chambre administrative c'est important. Aller à la Cour constitutionnelle, dans ce contexte, malheureusement, c'est aussi un peu important. C'est l'occasion pour moi de poser la question réelle, à quoi nous servent les députés? Si des gens sont tapis, ils roulent carrosse et on aura le temps de nous exercer là-dessus, et non pas l'occupance de se dire on ne peut pas infini reporter le mandat des députés sous... Je ne veux pas développer encore mes arguments, mais il faut le dire. Regardez, ça coûte extrêmement cher à la République, ça coûte extrêmement cher aux citoyens. Je vois les enseignants pleurer, je vois tous les corps de métier, les journalistes et tout le monde en larmes, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il y a un déficit budgétaire, mais on passe le temps à reporter les élections. Alors, si le MRC n'a pas qualité, l'article 46 dit ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le tiers des députés, dont 60 députés minimum sur les 180. Il y a également le tiers des sénateurs, 34 sénateurs minimum sur 100. Ils peuvent saisir
le Conseil constitutionnel et à partir de ce moment-là, le sujet peut être abordé, même si ça n'enlève pas le fait que le Conseil constitutionnel puisse dire qu'on est incompétent en la matière et vous orientez vers le tribunal administratif. Oui, maître. Oui, mais Jean-Jacques, je vous dis que le Conseil constitutionnel est en train de se contredire. Pourquoi aborder la question de fond si effectivement la personne qui le saisit n'a pas qualité. N'a pas qualité. C'est un commentaire. Peut-être que c'est aussi article. Quel commentaire? pédagogique. Quel commentaire? Parce que le Conseil constitutionnel dit que la Constitution reconnaît quand même les partis politiques participent à la vie politique du pays, à la démocratie. C'est bien écrit. À l'expression des suffrages. À l'expression des suffrages. C'est bien écrit à la Constitution. Oui. Et c'est ça qui permet, qui donne même le pouvoir même à ces élus qui sont mandatés pour saisir ce conseil d'avoir qualité. Alors si l'un des acteurs politiques le fait, le Conseil constitutionnel en tant que gardien de la Constitution du Cameroun doit se saisir. On a toujours vu ces jurisprudences. Le Cameroun, c'est un droit d'emprunt. Hans Melono, vous dites que le juriste a totalement raison. Je ne sais pas de quel juriste il s'agit. On n'a pas modifié les textes pour le moment. Pour le moment, on connaît qui est compétent autour de moi. Allez, Hans est en train d'écrire. Je rappelle que nous ouvrons maintenant la ligne. Vous pouvez appeler en direct pour intervenir. Saisi le Conseil constitutionnel. C'est le parti politique MRC qui a saisi qui n'a pas qualité. qualité. Voilà Les députés du MRC, si et seulement s'ils en ont, il n'y en a pas. Qui devraient le faire. Voilà. Le Conseil constitutionnel. Et il y aurait non le parti politique. Ça veut dire que même Eric ouvre davantage. Eric pense qu'on ne devrait même pas cantonner la question aux députés ou pas du MRC, mais que tout député devrait quand même se saisir d'une question. Parce que dans le fond, il y a quand même l'alimentation. Voilà tout le problème. Par contre, s'il avait les députés, les députés auraient dû saisir le Conseil constitutionnel. Bien parce que la loi est dit comme ça. Le tiers des députés. Ce qui est même impossible parce qu'ils n'ont pas le quota à l'Assemblée nationale. Ils auraient pu même avoir ce tiers si ils avaient participé, au moins participé. Non, mais alors, c'est une fausse ruse. En s'ajoute que le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas. Il y a des personnalités restreintes qui ont la prérogative de saisir le Conseil constitutionnel. J'ai cité justement ces personnalités tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel est lié par son règlement intérieur, donc il ne s'auto-saisit pas. Selon Melono qui envoie ce message. Mais il y a une question de fond quand même. On ne peut pas se limiter à dire diversion politique. Vous-même, vous êtes d'accord que le sujet mérite d'être posé sur la table. Jean-Jacques, le sujet mérite pourquoi vous refusez au MRC d'aborder la question? Le peuple camerounais. Pourtant, vous êtes d'accord pour le fond. C'est pas pour des distractions. Est-ce que c'est parce que vous avez le MRC que vous trouvez que c'est une diversion? Le MRC distrait le peuple. Jean-Jacques, encore même le sujet mérite d'être abordé. L'Assemblée nationale qui est compétente pour revoir des lois, ce sont même ces députés qui ont accepté. Voilà. Donc, ils ont modifié la loi de façon réglementaire. Cette autorisation. Rien n'a été une loi ou un projet de loi. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Est-ce que la loi a été réglementée? Oui, d'accord. Mais la question, les députés qui peuvent prolonger leur mandat. La question de fond nous amène à notre thématique sur la